Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue à notre quatrième série de TD qui va compléter aussi le cours concernant les facteurs biotiques. Donc, nous avons vu la dernière fois, enfin les dernières semaines, nous avons beaucoup parlé des facteurs abiotiques qui concernent les différents facteurs environnementaux. Et aujourd'hui, nous allons voir les facteurs biotiques qui se divisent en deux relations qui sont les relations intraspécifiques et les relations interspécifiques. Bien sûr, avant d'entamer ces différentes interactions et ces différents facteurs, on doit savoir que les facteurs biotiques, ils englobent les relations intraspécifiques et interspécifiques, c'est-à-dire ils reflètent aux interactions entre les individus de la même espèce. Donc les individus de la même espèce, on les appelle les relations intraspécifiques, tandis que les individus qui s'interagissent entre eux et qui sont de différentes espèces, on les appelle alors les relations interspécifiques. Donc, ces interactions biotiques se trouvent ou bien se divisent en deux catégories principales. On les appelle les relations ou bien les facteurs homotypiques qui rentrent dans les relations intraspécifiques, donc homotypiques. Voilà. Et tandis que les relations interspécifiques, on les appelle hétérotypiques. Ce sont les relations hétérotypiques. Donc, homotypique, c'est pour les interactions intraspécifiques de la même espèce, et les relations hétérotypiques s'appellent pour les relations interspécifiques. Interspécifiques, ça veut dire ce sont des relations qui se passent entre différentes espèces, ça veut dire deux espèces et plus. Des exemples sur des interactions biotiques vont être donnés ultérieurement. Donc on rentre directement dans les relations. Donc comme je disais tout à l'heure, les facteurs biotiques se divisent, donc c'est des ensembles des actions, on appelle aussi coactions, donc ce sont des différentes actions que les organismes vivants, donc ici on n'a pas le abiotique, on n'a pas le non-vivant, c'est que des relations qui se passent entre les organismes vivants qui exercent directement les uns sur l'autre. Donc nous avons deux types d'actions ou de coactions. Les relations homotypiques interspécifiques qui se passent entre les individus de la même espèce, tandis que les relations hétérotypiques interspécifiques qui se passent entre les individus de différentes espèces. Alors, quand on parle de relations homotypiques, donc on a dit que ce sont des relations qui sont entre les individus au sein d'une même espèce, ou bien ils se reproduisent entre les individus de la même espèce. Donc ici, pour cette relation homotypique intraspécifique, nous avons trois types de coactions. Nous avons l'effet de groupe, nous avons la compétition intraspécifique et nous avons aussi l'effet de masse. Donc,
Ce sont les trois types d'interaction ou bien de coaction qui se passent entre les individus de la même espèce, ce qu'on appelle les relations homotypiques. On va commencer avec la compétition intraspécifique. Donc, la compétition intraspécifique, la compétition en général, c'est la compétition entre les individus de la même espèce qui peut intervenir sous différentes formes. Ici, on parle surtout des animaux ou bien des végétaux. Donc, ce sont des individus de la même espèce qui convoitent ou ils vont faire appel à la même ressource. Ça veut dire quand il y a une ressource, que ce soit la ressource pour la recherche de la nourriture, de la lumière, de l'eau ou bien de l'habitat ou bien du territoire de la même espèce. Donc ici, il y aura une compétition entre les individus de la même espèce. Donc quand il y a un surpeuplement, quand il y a beaucoup de populations de la même espèce, dans ce cas, il y aura beaucoup d'agressivité des individus qui va augmenter, comme par exemple la fécondité des femelles qui va diminuer, les actions suicidaires, l'action de cannibalisme aussi, etc. Donc, chez les animaux, on parle surtout de la concurrence qui va s'établir pour la recherche de la nourriture, la recherche de l'abri, l'abri où les espèces vont se reproduire, où les espèces vont survivre, etc. Des lieux de reproduction et d'une façon plus générale pour la conquête et la conservation du territoire. Il y a aussi la recherche de l'eau, l'eau qui est très important que ce soit pour les espèces animales ou bien végétales, et aussi la lumière. Il y a beaucoup d'espèces végétales qui vont former cette sorte de compétition pour gagner plus de lumière qui va leur servir dans leur photosynthèse. Donc la compétition ici est un processus, comme vous voyez, biotique, puisqu'il se passe entre les espèces. Moi, quand je dis entre les espèces, ça veut dire entre deux ou bien plusieurs individus, où ces individus vont lutter pour gagner les ressources, ces ressources qui sont limitées. Donc, quand il y a les ressources, quand ces ressources deviennent limitées, il y a une compétition entre les individus de la même espèce. Par exemple, dans une forêt dense, dans une forêt où il y a beaucoup de peuplement d'arbres, les arbres, justement, ils peuvent se concurrencer, ça devient une compétition entre ces arbres pour la lumière. Voilà, cette compétition vient par exemple on le voit surtout dans certaines espèces, ils vont étirer leurs branches par exemple vers le haut pour accéder à la lumière. La compétition intraspécifique, comme je vous l'ai dit, elle devient plus exigeante quand les facteurs écologiques sont les mêmes. Ça veut dire que pour l'arbre, c'est la lumière qui va être le défi, donc il va s'interposer pour gagner plus de lumière. Donc l'exigence est la même chez les arbres, c'est la lumière pour faire la photosynthèse. Pour les animaux aussi, il y a d'autres formes de compétition, pour l'abri par exemple, pour la nourriture, etc. Donc, il y a la même exigence et donc, plus les individus
plus les exigences écologiques sont les mêmes, plus les individus vont entrer dans une sorte de compétition entre eux. Donc, comme je vous l'ai dit, par exemple, quand on a une forte densité, quand le peuplement ou bien la population de la même espèce devient très très abondante ou bien augmente, on a une forte densité de population, donc une très faible densité de population va faire action sur la compétition pour gagner les ressources recherchées. Un exemple sur les compétitions chez les végétaux. Donc, sur la forêt, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a une forêt qui est très dense, donc on a une forte densité des végétaux et des arbres, la lumière devient un facteur limitant. Par exemple, la lumière devient un facteur limitant. Il n'y a pas que la lumière, parce que les végétaux ont besoin aussi de nourriture, comme l'eau et les autres nutriments pour grandir et pour être plus performants. Les conséquences de ces facteurs limitants, en l'occurrence l'eau, la lumière et les autres nutriments, ça infecte ou bien ça a des conséquences comme la diminution du nombre de graines formées et aussi l'augmentation de la mortalité. C'est-à-dire que les espèces végétales qui ne vont pas pouvoir lutter pour gagner leur territoire, pour la lumière, l'eau et les nutriments, bien sûr, on aura une augmentation de la mortalité de certaines espèces. Par conséquent, chez les animaux, ils ont une compétition intra-spécifique, surtout pour leur territoire. Quand on parle de territoire, c'est un milieu de vie, c'est un milieu de reproduction aussi. La nourriture qui est très très importante pour les animaux, donc tous les animaux doivent se nourrir pour survivre, et aussi le maintien de dominance, parce que ici c'est le territoire chaque animal qui va gagner son territoire, il va s'intégrer ou bien il va exiger une certaine dominance pour dire aux autres animaux qui vont venir dominer ou bien qui vont venir chercher leur territoire, ils vont se montrer très exigeants et très forts. Ils vont dire que non, ici c'est notre territoire. Donc la conséquence qui vient de la relation intraspécifique ou bien la compétition intraspécifique, c'est bien sûr la diminution du taux de croissance des populations. Donc quand on a une forte compétition, les animaux, ils vont s'entretuer carrément pour gagner les exigences ou bien le milieu qui va offrir ce territoire par rapport aux animaux. On va passer à la seconde interaction, comme on a vu tout à l'heure, c'est bien l'effet de groupe. L'effet de groupe ici se caractérise par des modifications qui interviennent chez les animaux de la même espèce. Attention, ici on parle toujours de la même espèce qui vont vivre groupés pour être plus forts. Ici, donc l'effet de groupe, c'est pour ça qu'on appelle ça effet de groupe. Donc les animaux, ils vont vivre en groupe pour être justement plus plus fort pour la défense et l'accès des ressources du milieu. Donc l'effet de groupe, il fait référence à
l'influence positive que la présence des autres individus de la même espèce, par exemple, peut avoir sur la survie, sur le comportement ou plusieurs autres aspects de la vie de ces individus. Pardon, cet effet de groupe peut se manifester de différentes manières, notamment, par exemple, en réduisant le risque de prédation par les autres prédateurs. Donc, quand une espèce est groupée par plusieurs individus, quand une autre espèce vient pour déranger, donc l'effet de groupe ici, il a un pouvoir bénéfique. Donc, lorsque les modifications ou bien un danger intervient à un lieu chez les animaux de la même espèce, quand ils sont groupés par deux ou bien par plus de 2, 3, 4, jusqu'à 50, etc. Donc ici, c'est un effet bénéfique pour cette espèce qui vit sur son territoire. Donc, quand on parle d'effet bénéfique ici, ça veut dire que la sécurité de ces animaux, elle est assurée. Donc, quand on parle d'animaux, on a que ce soit les insectes ou bien les vertébrés. Je vous donne un exemple pour l'effet de groupe. Nous avons par exemple les criquets. Les criquets ici, nous on les voit, hein, les criquets ou la ajrad. Les criquets, dans la saison, lors de la saison sèche, les criquets, ils vivent tout seul. Donc il est solitaire, il vit tout seul, il va chercher la nourriture tout seul, etc. Mais lorsque la saison de pluie vient, on remarque que les individus font l'effet de groupe, c'est-à-dire qu'ils se regroupent justement pour aller chercher d'autres nourritures. Et donc c'est pour ça qu'on voit aussi leur effet néfaste sur l'environnement, c'est-à-dire que on a des champs par exemple, parce que c'est des espèces qui sont ravageurs. Ces criquets, quand ils vont se grouper, ils vont émigrer pour chercher la nourriture. Quand ils sont en groupe, c'est un effet néfaste pour les plantes, hein, pour l'agriculture, etc. Mais c'est un effet bénéfique pour eux parce qu'ils se regroupent. Quand ils sont groupés, ils sont plus forts. Ils vont chercher c'est facile comment dirais-je, d'assurer leur nourriture dans un champ, par exemple. Chez les mammifères, donc nous avons vu les insectes, qui est un exemple de criquet. Chez les mammifères aussi, l'effet de groupe vient être bénéfique pour certains animaux, pour la recherche de nourriture, pour l'effet de défense, etc. Comme les éléphants par exemple, et comme les loups. Les meutes de loups. Ici, les éléphants, quand ils sont solitaires, ils ne vont pas pouvoir se défendre tout seuls. Mais quand ils sont en groupe, donc l'effet de groupe ici, il devient bénéfique pour ces éléphants. C'est la même chose pour les loups. Les loups, quand ils sont groupés ici, ils vont pouvoir réduire, par exemple, le risque de prédation en facilitant la recherche de nourriture et améliorant la chance de leur reproduction. On passe ici à l'effet de masse. L'effet de masse ici, il est caractérisé à l'inverse de l'effet de groupe. Donc l'effet de groupe, on a dit que c'est bénéfique pour l'espèce de certaines espèces, bien sûr, pas toutes les espèces, de vivre en groupe. Alors que l'effet de masse, il va à l'inverse de l'effet de groupe. Pourquoi? Parce que les individus de la même espèce, ils se gênent entre eux. Ici, l'effet de masse, pourquoi on parle d'effet de masse? Parce que
nous avons une masse corporelle ou bien une masse de nombre d'individus qui vient être très gênante pour le reste du groupe, de la même espèce bien sûr. Donc ici, on parle de surpeuplement. Se produit quand le milieu est surpeuplé. Donc, quand on a plusieurs espèces, plusieurs individus de la même espèce sur un territoire, on parle alors de surpeuplement. Donc, dans ce cas, l'agressivité des individus devient très augmentée et les causes sont, par exemple, la limitation de la quantité de nourriture disponible. Quand il y a beaucoup de monde, la demande accrue de nourriture, elle va augmenter. Et bien sûr, et ça c'est très important, le manque d'espace, parce que ces individus, ils vont occuper un espace bien déterminé. Donc quand ils sont très nombreux, l'espace devient alors très petit ou bien très restreint. Et donc comme conséquence, une compétition sévère entre les individus. Donc ici, la compétition entre les individus de la même espèce devient un facteur très recherché. Pourquoi? C'est justement pour limiter les autres individus de la même espèce de nous voler, par exemple, la nourriture ou bien d'occuper notre espace. Euh, on parle toujours de l'effet de masse. Donc l'effet de masse ici, il devient néfaste ou bien négatif pour les populations. C'est pas comme l'effet de groupe, on a dit qui est positif. L'effet de masse ici, il devient négatif pour les populations. Comme conséquence de cet effet de masse, on a le phénomène d'auto-limitation. On parle phénomène d'auto-limitation. Nous, on entend beaucoup plus parler, si vous regardez les documentaires sur les chaînes, par exemple Canal Géographique, etc. On parle de cannibalisme. Le cannibalisme, ça veut dire consommer ou bien manger un individu de la même espèce. Donc, cette compétition, ou bien cette interaction d'auto-limitation, ça veut dire je vais limiter, même si c'est de mon espèce, je vais limiter le nombre d'individus pour gagner mon territoire et pour avoir plus de chances de survivre. Donc, comme phénomène d'auto-limitation, nous avons la réduction du taux de fécondité. Quand certains individus sont morts, on a plus la chance d'avoir une femelle pour la fécondité, par exemple. Diminution de la natalité. Pourquoi diminution? Parce que quand la forme de cannibalisme intervient, cannibalisme veut consommer. Quand on parle de consommer, ça veut dire on va tuer. Donc, on va tuer un autre individu pour justement diminuer la natalité qui est très forte, puisqu'on parle de l'effet de masse. Comme une autre conséquence, l'augmentation de la mortalité. Bien sûr, quand les animaux vont être en interaction entre eux, on aura une augmentation de mortalité et on aura une diminution de natalité. Donc, en résumé, l'effet de groupe, il est bénéfique. Quand on parle de bénéfique, ça veut dire il est positif pour les animaux. Quand on parle d'animaux, ça veut dire que ce sont les individus de la même espèce. En conséquence, l'effet de masse, il est néfaste. Ça veut dire qu'il est négatif pour les animaux de la même espèce.
Pour l'effet de groupe, il y a une accélération de la vitesse de leur croissance. Ça veut dire que c'est bénéfique pour la vitesse de croissance. Le contraire pour l'effet de masse, on a une diminution de la natalité et augmentation de la mortalité. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'individus qui vont perdre le combat ou bien qui vont mourir lors des formes de cannibalisme, etc. Pour l'effet de masse, un autre point, ils se reproduisent quand ils sont groupés par deux ou plus de deux. Donc la reproduction ici, elle est formelle. Ça veut dire qu'ils vont se reproduire. Ils vont se reproduire quand ils sont groupés. Alors que dans l'effet de masse, ils se reproduisent quand le milieu il est surpeuplé. Donc ici, la reproduction, quand le milieu il est surpeuplé ou bien quand la densité augmente, la reproduction, elle, aura lieu, contrairement à l'effet de groupe. Donc, l'effet de groupe, en résumé, l'effet de groupe, il est positif et l'effet de masse, il est négatif pour les individus de la même espèce. Alors, nous avons parlé des interactions ou bien des coactions homotypiques, qui sont l'effet de groupe, l'effet de masse et les compétitions intraspécifiques. Maintenant, on va parler des coactions ou bien des interactions hétérotypiques. Donc, hétérotypiques ou bien interspécifiques. On a dit tout à l'heure que ces interactions, ils ont lieu entre les individus d'espèces différentes. C'est ça la différence entre homotypique, hétérotypique, intraspécifique, interspécifique. Homotypique, intraspécifique, ce sont les individus de la même espèce, alors que hétérotypique ou bien interspécifique, ce sont les interactions qui se passent entre les individus de différentes espèces. Donc ici, les actions ou bien la cohabitation ou bien le regroupement peut avoir une influence sur eux, soit l'influence elle est nulle, c'est zéro, on va voir tout à l'heure, soit l'interaction elle est favorable, elle est positive, elle est bénéfique, soit elle est défavorable ou bien elle est négative. Pour les coactions hétérotypiques ou bien interspécifiques, nous comptons 8 types d'actions. Donc nous avons le neutralisme, compétition interspécifique. Tout à l'heure nous avons vu intraspécifique. Maintenant c'est la compétition interspécifique. Nous avons aussi la prédation. Nous avons le parasitisme, l'amensalisme, mutualisme ou bien la coopération, le commensalisme et bien sûr l'interaction de symbiose. Donc toutes ces interactions, ils vont être entre les individus de différentes espèces. Donc on va commencer avec le neutralisme. Neutralisme ici, il concerne les espèces qui sont indépendantes les unes des autres et n'ayant aucune influence l'une sur l'autre. Donc ici, nous avons deux espèces qui vont cohabiter ensemble sans avoir aucune influence l'une sur l'autre. Ça veut dire qu'il n'y a aucun danger que deux espèces vivent entre eux. Ici, quand on parle de deux espèces ou plus, ça peut être une cohabitation entre deux espèces animales ou bien deux espèces végétales ou bien deux espèces, une animale et l'autre végétale.